Donc, voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui du dernier rapport du GIEC et de la COP 26. Avant de parler du dernier rapport du GIEC, je pense qu'il sera intéressant de parler de qu'est-ce que c'est du GIEC, de rappeler ce que c'est le GIEC. Le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988 à la suite d'une initiative politique de nature internationale. Il faut savoir qu'il a été impulsé, cette création a été impulsée par notamment G7 et Ronald Reagan, qui était le président des États-Unis de l'époque, et Margaret Thatcher, qui a été la première ministre de Grande-Bretagne. Donc, GIEC en français, IPCC en anglais. Il y a quelques dates clés du GIEC depuis sa création. En 1988, il a été créé. Le 5e rapport, il est paru en 2014. Et le rapport spécial de 1,5 degré, il est paru en 2018. Nous avons aussi le 6e rapport de synthèse de ce groupe du travail numéro 1 qui est paru en août 2021, donc c'est très récent. Et le 6e rapport détaillé, il va paraître en 2022. Il faut savoir que les rapports, l'élaboration d'un rapport du GIEC, c'est un processus très encadré. Il commence par le fait que le GIEC approuve le sommaire. Par la suite, ce sommaire il est soumis aux organisations gouvernementales pour qu'ils l'approuvent à leur tour. Après, il y a les auteurs qui vont être choisis et les auteurs choisis, ils vont rédiger un rapport, premier projet du texte, qui va être remise, encore une fois, en examen par les spécialistes, par le pairs. Et quand le pair l'approuve, il va être redirigé encore une fois et après mis à l'examen par les États. Donc, le I du GIEC, intergouvernemental, est très important parce que ce rapport, il est soumis à l'approbation par les États, et en fait, chaque mot, chaque phrase de ce rapport sont dûment négociés et réfléchis. Donc, le 6e rapport du GIEC, il est paru en août 2021. En quelques chiffres, c'est près de 4000 pages, 14 000 publications scientifiques analysées et 78 000 commentaires étudiés. Les prochaines échéances de ce rapport, c'est février 2022, mars 2022 et enfin septembre 2022 où il y a le rapport de synthèse complet qui va paraître. Qu'est-ce qu'il nous dit le rapport du groupe de travail numéro 1 qui est paru en août 2021? Il nous dit que la concentration de CO2 est à son niveau le plus élevé depuis 2 millions d'années, que la montée des eaux est la plus rapide depuis 3000 ans, la surface de la banquise est la plus faible depuis 1000 ans et il y a un recul de glaciers observé qui est sans précédent depuis 2000 ans. D'accord? Ces chiffres sont alarmants et sont inquiétants. À quoi est-ce que c'est dû? Pourquoi est-ce que nous avons toutes ces conséquences? Ben là, on va parler peut-être de processus que vous connaissez tous. Ça, c'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel, en fait. L'énergie solaire, elle arrive sur la Terre et la Terre, elle se réchauffe. Elle émet un rayonnement infrarouge qui est ici sur ce dessin, vous le voyez avec les flèches rouges, il est modélisé avec les flèches rouges. Et en fait, il y a une partie de ce rayonnement infrarouge qui est retenue et renvoyée vers la Terre par les gaz à effet de serre. C'est comme une couette quand vous dormez, vous avez une couette.
elle retient votre chaleur, mais plus vous ajoutez de plumes dans votre couette, plus elle est épaisse, plus elle va retenir votre chaleur. La même chose, il se passe avec l'effet de serre. Quand l'homme ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est comme si on ajoutait les plumes dans la couette, donc elle sera beaucoup plus épaisse et elle retiendra beaucoup plus notre chaleur. Là, c'était une explication simplifiée, si vous voulez. Et là, vous voyez un graphe qui est tiré du rapport du GIEC. Il dit que le réchauffement est sans précédent depuis plus de 2000 ans. Il faut savoir que c'est un réchauffement est sans précédent depuis 100 000 ans. C'est juste qu'ils ont pris ces derniers 2000 ans pour le montrer sur le graphe. Il a été inutile d'avoir un graphe très long. Et on voit que les températures qui sont plus ou moins stables s'emballent à partir de 1850. On voit cette petite courte période de temps. 1850, 2020, ça veut dire 1850, c'est le début de l'ère industrielle. Et nous voyons qu'il y a un réchauffement observé sans précédent qui est à plus de 1 degré. Si on regarde comment ça se traduit, à quoi est dû ce réchauffement sans l'activité humaine? Qu'est-ce qui se passe sans l'activité humaine? C'est en vert. C'est le graphe en vert. En revanche, si on associe les activités humaines aux phénomènes naturels, on obtient le graphe qui est en noir, c'est le graphe observé du réchauffement. Donc, grâce à ces graphes, on peut déduire et affirmer à 100% que le réchauffement auquel nous assistons aujourd'hui est dû à 100% aux activités humaines. Comment ça se traduit? Quelles sont les conséquences de ce réchauffement? Je vais vous passer la main à Harald. Il va vous expliquer ça en détail. Donc du coup, comme vient de le dire Ripa, on a un réchauffement de l'ordre de 1 degré sur notre 1,1-1,2 degré sur la planète. Mais on peut se poser la question, ce réchauffement de 1,2 degré, quelles conséquences il fait? Et pour ça, on va regarder un premier graphique, une première infographie, qui est donc issue aussi d'un rapport du GIEC, où on voit ici les canicules. On va analyser un peu les canicules. Donc ici, on a les canicules qui arrivent tous les 10 ans. Donc là, vous voyez, il y avait une canicule tous les 10 ans, donc 1 point sur 10. Et là, les canicules qui arrivaient tous les 50 ans, donc 1 point sur 50. Et on va regarder quand le réchauffement climatique a lieu de 1 degré, 1 degré 5, 2 degrés, 4 degrés, on va regarder comment ça se multiplie. Quelle est l'augmentation en fréquence? Et là, vous pouvez remarquer tout de suite que plus le réchauffement augmente, plus on a une multiplication de ces phénomènes de température extrême sur les terres. Donc, rappelez-vous par exemple l'été 2019 ou l'été 2018. 1 degré, on a déjà 3 fois plus de canicules que avant, en fait, avant le réchauffement climatique, de canicules qui arrivaient tous les 10 ans et quasiment 5 fois plus de canicules qui arrivaient tous les 50 ans. Si on avance de plus en plus en température, on voit ce qui se passe, ça augmente très très rapidement. Posons-nous aussi maintenant la question, qu'est-ce qui se passe quand on augmente en température, mais sur les autres événements, comme par exemple les crues, donc les fortes précipitations sur les terres, et à l'inverse des fortes précipitations, les sécheresses agricoles. Donc là, ce qu'on voit assez bien, c'est que ça se multiplie, c'est un peu moins marqué que sur les canicules, mais ça augmente quand même. Nous avons plus de moments de fortes précipitations et plus de moments aussi de sécheresse agricole et écologique. Donc ça, vous voyez les chiffres, ces chiffres-là, on pourrait se dire, bon, si le réchauffement degré arrive à 2 degrés, on aura 1,7 fois plus de crues ou 2,4 fois plus de sécheresse. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ces chiffres-là, ce sont des chiffres en moyenne mondiale, donc répartis de manière uniforme sur le globe. Et cette moyenne, en fait, elle ne tient pas compte des inégalités. Les conséquences du dérèglement climatique, elles sont inégales et elles sont accentuées par chaque deuxième de degré de réchauffement. Ici, vous voyez le planisphère, donc c'est des modélisations du GIEC. Vous voyez le planisphère ici pour un réchauffement de 2 degrés, la même chose pour un réchauffement de 4 degrés, et on le voit très bien sur les deux, c'est que le réchauffement est beaucoup plus marqué déjà au pôle. Donc au pôle nord et au pôle sud, le réchauffement est plus fort que sur le reste de la Terre, en température. Et ici, vous voyez la partie donc, précipitation, qu'il pleuve plus ou moins, et on voit aussi des disparités
qui se font de manière un peu différente là, c'est qu'on voit qu'on a une zone qui va plutôt s'assécher, donc la Méditerranée ou l'Atlantique, on pourrait dire que ça n'a pas changé grand-chose, et la partie aussi un peu californienne. On a également plus de pluies qui peuvent arriver sur la partie bassin asiatique ici, et un peu Europe du Nord. Donc ça, c'est les modélisations du GIEC pour un réchauffement de 2-4 degrés. Regardons déjà maintenant ce qui se passe aujourd'hui dans un monde qui est réchauffé de 1,1 degré. Dans un monde à 1,1 degré, on a déjà, à l'ouest américain, dans l'ouest américain, des canicules, on l'a vu, et le dôme de chaleur au Canada, des sécheresses, essentiellement en Californie, et des conséquences de ces deux choses-là, des incendies ravageurs qui ont eu lieu notamment cet été. A contrario, on a eu aussi enfin, contrario, en Méditerranée, on a eu aussi des feux de forêt, mais on a eu, à contrario ce coup-ci, des inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique, où beaucoup d'eau est tombée en très peu de temps, et donc on fait déborder les fleuves. Et on a eu les mêmes genres de phénomènes en Chine et en Inde. Donc ça, c'est pour que on voit un peu déjà ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose de vous présenter rapidement un outil qui a été designé par le GIEC, créé par le GIEC, qui s'appelle l'Atlas interactif. Et cet Atlas interactif, ici, vous voyez, donc c'est la Terre. Ici, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe centrale, l'Afrique, l'Australie, l'Asie. C'est schématisé. Chaque petit hexagone est une région du monde dans leur modélisation. Et je me suis amusé à mettre des mesures. Donc là, j'ai mis les chaleurs extrêmes, les glissements de terrain, l'aridité, les sécheresses agricoles écologiques, les feux et les submersions. Et on voit que les choses ne sont pas totalement égales. Chaque petit hexagone, chaque région du monde a des petits triangles différents avec une augmentation ou une diminution en fonction de la région. Donc là, si vous voulez un peu plus loin, je vous invite à aller après la conférence, bien sûr, à aller sur l'atlas interactif du GIEC qui vous permettra de creuser un petit peu, de jouer un peu avec les mesures et de comprendre un peu plus ce qui peut se passer. Répa, tu es muté. Si tu veux parler, tu es muté. D'accord, tout ça c'est très inquiétant. Ça pourrait paraître inquiétant, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Mais nous avons une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle est là, sur cette graphe qui ressemble à un étau noir. On se demande, mais qu'est-ce qui est sur ce graphe? J'attire votre attention que d'un côté, vous avez les températures, ça veut dire les graphes qui montent, ce sont des températures, et en bas, vous avez les gigatonnes. Ce sont les gigatonnes de CO2 qui sont émis dans l'atmosphère par les activités humaines. Et en différentes couleurs, vous avez les scénarios de projection du GIEC. Donc, vous avez le scénario bleu clair, qui est le scénario le plus optimiste du GIEC, qui prévoit que l'humanité arrêtera d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de ce fait, le réchauffement s'arrêtera. En gros, vu que GIEC a maintenant est à 100% sûr que ce réchauffement climatique est dû aux activités humaines, l'homme a pouvoir de choisir son avenir climatique, tout simplement. Par rapport aux dinosaures qui, il y a 60 millions d'années, qui avaient un astéroïde qui fonçait sur la Terre directement, il ne pouvait rien y faire. L'homme aujourd'hui sait parfaitement quels sont les leviers sur lesquels il pourrait agir pour contenir ce réchauffement climatique. En revanche, en revanche, il y a un autre problème. Ce n'est pas un problème d'inertie physique, c'est plutôt un problème d'inertie politique et sociétale. Donc ici, on voit sur le graphique les mêmes scénarios que le GIEC nous proposait précédemment, sauf que là, ce coup-ci, on n'a pas regardé les émissions cumulées depuis 1850, mais on regarde les émissions d'année en année. Donc, on commence en 2015 et on avance, et il y a une différence aux alentours de 2020 sur le scénario bleu clair où on a une diminution assez importante des émissions de gaz à effet de serre. Scénario bleu foncé, orange, rouge et violet. Et donc, on voit que ces scénarios sont très différents. On voit que, par exemple, le scénario bleu clair atteint la neutralité carbone aux alentours de 2060, 2055 peut-être, alors que l'autre l'atteint en 2070, donc un peu plus tard, une vingtaine d'années plus tard. Quelle différence ça fait en fait ces scénarios sur le réchauffement, sur la température?
Donc on le voit, d'ici à 2100, on aura une grande différence. On va passer d'un scénario à 1,5 degré à quasiment un scénario à 4 degrés 5. Et donc on va s'intéresser donc, par contre, à l'effort qu'il va falloir mettre en place et pourquoi c'est peut-être un petit peu compliqué de se mettre en mouvement et pourquoi on pourrait se démobiliser. Regardez les 10-20 prochaines années. Donc 20 prochaines années, on est en 2020, on est en 2040, c'est ici. Regardez la différence en température sur les 5 scénarios, vous voyez qu'il y a très peu de différence. Et on pourrait parler d'inertie climatique, mais ce n'est pas le cas. Si vous aviez ici des émissions de CO2 qui tombaient à zéro tout de suite, voire qui descendaient en dessous de zéro, on aurait un scénario qui serait très différencié par rapport aux autres et beaucoup plus vite. Le fait qu'ici on ait une dizaine, vingtaine d'années où tous les scénarios se mélangent un peu, est dû au fait qu'on émet toujours beaucoup du CO2 dans l'atmosphère, plus que les puits ne sont capables d'en capter, et donc la concentration de CO2 augmente, ou au moins reste stable. On parle d'inertie ici qui n'est pas du tout climatique, mais une inertie politique. C'est parce qu'on ne peut pas aller du jour au lendemain à zéro émission de CO2 qu'on a cette inertie sur le réchauffement climatique. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça des SSP. Le GIEC appelle ça des SSP pour les scénarios socio-économiques partagés. Donc on est d'accord pour aller vers cette direction-là. Par contre, ça implique une certaine inertie à cause de nos choix politiques, ce qui nous permet de faire une transition toute tracée vers un événement politique récent, d'il y a moins d'un mois, qui s'appelle la COP26. La COP26, donc effectivement, elle a eu lieu en novembre 2021 à Glasgow. Mais avant de parler vraiment de COP, et notamment de la COP26, je voudrais vous présenter quelque chose que peu de gens connaissent peut-être, c'est la première conférence mondiale sur le climat. Elle remonte en 1979. Elle a eu lieu à Genève, en Suisse. Et à cette occasion, un programme de recherche climatologique mondiale est lancé. Donc, vous voyez à droite l'ouverture de cette conférence, la photo d'ouverture de cette conférence. Pardon, à gauche, la photo d'ouverture de cette conférence et à droite, le document de compte-rendu de cette conférence. Donc, ça veut dire les documents qui tracent la feuille de route pour les États pour diminuer leur émission de gaz à effet de serre. Ça ne date pas uniquement du premier rapport du GIEC, de la création du GIEC ou de la première COP, mais beaucoup plus en avant. Le premier document de ce type était édité en 1979. Maintenant, on va parler de COP, Conference of the Parties. Là, vous avez une timeline qui retrace l'historique de COP. Vous voyez que les COP et les GIEC sont très liés. Leur historique est lié et interconnecté. Vous voyez qu'en 1988, il a eu lieu la création du GIEC. Il a eu la parution de premier rapport du GIEC et en 1995, il a eu lieu la première COP. Nous avons aussi ici les dates clés remarquables comme entrée en vigueur du protocole de Kyoto en 2005 et la signature et entrée en vigueur de l'accord de Paris en 2016. Donc, les COP en détail, quel est le fonctionnement des COP? Donc, chaque pays, il faut savoir que c'est l'inclusion, ça veut dire chaque pays a le même poids. Les pays les plus pauvres ou les plus petits ont autant de poids que le plus grand pays ou que le plus peuplé ou le plus riche. L'unanimité, ça veut dire les conclusions doivent être acceptées unanimement par tous les pays présents à la COP. Et bien sûr, le géopolitique, ça veut dire que si jamais un pays donné voudrait saboter les accords, il sera forcément pointé du doigt. Maintenant, on va se dire, mais quel est un accord parfait d'une COP? À quoi pourrait ressembler un accord international parfait? Je dirais qu'en premier lieu, il devrait être ambitieux.
Donc, ça veut dire qu'il devrait fixer les résultats ambitieux pour pouvoir contenir ce réchauffement climatique qui est quand même assez important. Deuxièmement, il devrait être contraignant. Pourquoi est-ce que moi, un pays en développement ou un pays industrialisé, je devrais me soumettre à ces accords-là alors que peut-être ça porterait un préjudice à mon économie? Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Donc, ça veut dire qu'il faut mettre certaines contraintes pour obliger tous les pays signataires qui ont ratifié tous ces accords de s'y soumettre et les exécuter. Et troisièmement, cet accord, il devrait être universel, ça veut dire que tous les pays participants de l'accord devraient se mettre d'accord et le signer et le ratifier par la suite. Nous avons parlé tout à l'heure du protocole de Kyoto. Ce protocole, il a été universel. Ça veut dire qu'il y avait 192 signataires. Il a été contraignant parce qu'il avait les ambitions, il avait les besoin de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. En revanche, il n'était pas suffisamment ambitieux. Nous avons aussi les accords de Paris qui étaient signés en 2015, qui étaient signés et ratifiés en 2015. Cet accord, il a été universel. Il y avait même plus de signataires pour l'accord de Paris que pour le protocole de Kyoto. Il a été ambitieux. En revanche, il n'était pas contraignant. Ça veut dire que le pays n'avait pas d'objectif sur les émissions de gaz à effet de serre. De ce fait, nous n'avons pas vu, 6 ans sont passés, nous n'avons pas vu vraiment les effets de diminution de gaz à effet de serre par les pays qui ont signé ces accords. Là, il se pose la question sur les COP. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Je passe la main à Harald. Donc, on voit ici ce que c'est qu'un bon accord, un bon traité, en tout cas, qui sort d'une COP. On va se poser la question pour la COP 26, en dehors un peu de ce spectre ambitieux, universel et contraignant, mais en faisant un peu un état des lieux de ce qui s'est passé pour cette COP. Donc, la COP 26, c'était une good COP, parce que, en fait, on a eu un traitement médiatique qui était important. On a beaucoup entendu parler. Dans les médias en France, il y a eu les chaînes télévisées qui faisaient en sorte de traiter un peu l'information tous les jours sur des sujets, enfin, sur des chaînes de grande audimat. Deuxième chose aussi, on a eu 145 pays, donc pas rien du tout, qui ont déposé de nouveaux objectifs de réduction de émissions de gaz à effet de serre. Les engagements des États s'améliorent aussi au fil du temps. En 2015, on avait des engagements des États qui nous conduisaient à un réchauffement en 2100 de 3,5 degrés. En 2020, les engagements nous menaient à un monde à 2,7 degrés. Et en 2021, ils nous mènent à un monde entre 1,8 et 2,4 degrés. Donc ça s'améliore. On a aussi des objectifs qui ont été fixés, des objectifs de réduction des émissions de CO2 de 45% d'ici à 2030. Un objectif aussi de neutralité carbone pour un horizon un tout petit peu plus lointain, d'ici à 2050. Et pour la première fois, on a entendu parler du deuxième gaz à effet de serre qui réchauffe la planète, c'est le méthane, particulièrement présent dans le milieu de l'agriculture. Et on a 109 pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane de 30% d'ici à 2030. Également, pour aussi éviter, on parle des émissions, mais aussi les côtés puits de carbone, on a 100 pays qui se sont engagés à stopper la déforestation à l'horizon 2030. Et pour notre pays, Cocorico, pour la France s'est engagée à ne plus financer de projets d'exploitation d'énergie fossile d'ici à 2022. Mais voilà, comme vous le savez, pour faire parler un suspect, il faut un good cop et il faut aussi un bad cop. Et donc, on est obligé de parler du bad cop. Donc, la COP26, bad cop, le traitement du médiatique était important, mais il a été éphémère. Il est retombé directement juste après la COP26. Les 145 États qui posent de nouveaux objectifs, c'est bien, mais il y en a 45 qui n'en ont pas déposé et 9 qui ont réduit leurs ambitions. Les ambitions des États, donc les plans qu'ils proposent à l'ONU, quand on les agglomère tous entre eux, en fait, on voit qu'il y a une hausse de 16% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, ce qui contrevient un peu à l'objectif de réduction de 45%. Ça s'explique un peu ça par un phénomène
en fait, c'est qu'on prend souvent des engagements à long terme, dans très longtemps, mais qui ne sont pas sortis de plan d'action pour le court et le moyen terme. Et c'est ça qui crée un peu cette incohérence, c'est-à-dire qu'on parle du réchauffement climatique et de nos actions dans très longtemps, mais on ne dit pas ce qu'on va faire l'an prochain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. L'usage du charbon, les conditions ont été un petit peu ont été rendues floues lors des dernières journées de négociations autour de la réduction du charbon. On n'a pas d'accord, on n'a pas de terme pétrole et gaz dans l'accord de Glasgow. Donc les énergies fossiles, hein, vous avez charbon, gaz, pétrole, on n'a entendu parler que du charbon, mais pas les deux autres. Et pour la France, en fait, on s'engage à plus financer d'énergie fossile, mais en fait, Bercy, donc le ministère de l'Intérieur, de l'économie, dit qu'aucun projet ne sera abandonné parce qu'en fait, les conditions ne sont pas requises, parce qu'en fait, on s'engageait à abandonner un projet seulement s'il y avait une technique de capture du CO2 qui était disponible. Vu qu'il n'y en a aucun projet n'est abandonné. Et à l'inverse, de notre point de vue, la France, l'État s'est engagé à réduire ses émissions, à réduire les projets d'énergie fossile, mais les banques françaises, qui sont genre du privé, peuvent totalement continuer à financer ces énergies. Et on va peut-être se poser la question de pourquoi on a ce côté bad cop. Et je vais laisser Ripa vous donner un petit peu un aperçu de la raison de cela. Voilà, la raison est sur vos écrans parce qu'il y a eu plus de 500 lobbyistes liés à des entreprises d'énergie fossile qui étaient présents pendant la COP26 à Glasgow. C'est plus que le nombre total de représentants des 8 pays les plus touchés par le changement climatique ces 20 dernières années. Vous voyez sur votre graphe à gauche, vous voyez que les lobbies des énergies fossiles, ils avaient envoyé la plus grosse délégation, plus de 503 membres. Donc, c'est plus que le Brésil ou la Turquie, qui sont quand même les pays suffisamment peuplés. Et sur le graphe de droite, vous voyez ce nombre rapporté par rapport au nombre de représentants envoyés par les 8 pays les plus touchés par le changement climatique. Donc, déjà, ça explique beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement les pays qui participent aux négociations, mais il y a aussi les entreprises. Là, nous parlons uniquement de lobbyistes liés à des entreprises d'énergie fossile. On ne parle pas d'autres entreprises qui étaient représentées pendant cette COP-là. Donc, effectivement, tout ça, ça pèse dans les négociations et ça, finalement, ça se reflète dans les accords qui sont signés par la suite. Donc là, effectivement, il y a les constats, il y a les émotions qui viennent par la suite. Et vous voyez ici le secrétaire général de l'ONU, il a dit que les promesses sont creuses quand l'industrie des énergies fossiles continue de recevoir des milliers de milliards de subventions ou quand des pays continuent à construire des centrales à charbon. Effectivement, il a fait cette annonce-là la veille de clôture de la COP26. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant que l'annonce était rédigée à la fin de la COP26. Effectivement, là, sur cette photo, vous voyez le président de la COP26 il a eu du mal à contenir son émotion quand la version finale a été annoncée parce qu'il a eu les amendements de la dernière minute déposés par la Chine et Inde après les prolongations d'ailleurs. Donc, il ne s'agit plus de sortir, mais de réduire le charbon. C'est très, très loin de la première version qui appelait directement à supprimer progressivement le charbon et les subventions aux combustibles fossiles. La version finale appelle à intensifier les efforts vers la diminution progressive du charbon sans système de capture de CO2 et à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Donc, alors que la version précédente, elle parlait de disparition progressive du charbon. Je repasse la main à Harald pour vous expliquer en détail comment et pourquoi on arrive à ces conclusions. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut essayer de voir, on va essayer de faire un peu sur les slides, les diapositives suivantes, on va essayer de regarder un peu
pourquoi au final les États ont des difficultés à mettre en place des politiques climatiques. Donc pour ça, on va utiliser un graphique. Donc c'est un graphique. Ici, vous avez en abscisse les émissions de CO2 en milliards de tonnes. J'ai pris juste seulement le CO2, ça suffira largement. Et le PIB mondial en ordonnée, donc pareil, en milliards de dollars. Et on voit que de 1960 à 2019, je me suis arrêté à 2019 pour ne pas prendre l'effet Covid, on a de plus en plus de CO2 et de plus en plus de PIB, de manière corrélative ou pas. On va se poser la question sur ce graphique-là, où est la zone où on a un monde qui se réchauffe de 2 degrés? Et bien, globalement, c'est à gauche. C'est plutôt à gauche que il faut qu'on aille plutôt vers la gauche, nos émissions de CO2 se diminuent pour que notre réchauffement climatique n'atteigne pas les 2 degrés. Et donc nous, on a avancé, on est ici en 2019, et là, on a un peu différentes possibilités pour continuer à fonctionner sur Terre. On peut aller en bas à droite, c'est-à-dire diminuer notre PIB et augmenter nos émissions de CO2, ce qui conduira à une décroissance économique non désirable d'un point de vue climatique. On peut faire aussi autre chose, on peut faire comme avant, on continue tout droit. On appelle ça le business as usual, on fait comme d'habitude. Et on a deux autres solutions. Vous imaginez, c'est les carrés qui vont être ici et ici. Le premier carré en haut, c'est la croissance verte, et le carré en bas à gauche, c'est la décroissance économique désirable, à contrario de la décroissance économique non désirable, parce qu'en fait, on émet de plus en plus de CO2. Donc ici, on baisse le PIB et les émissions de CO2, ce qui nous évite les problèmes qu'on a évoqués précédemment. Et ici, on augmente le PIB et on diminue nos émissions de CO2. Donc pour la suite, j'ai essayé de faire quelques scénarios pour continuer un peu dans cette piste d'explication. Premier scénario, j'ai continué donc avec une croissance à 2% par an du PIB et à peu près la même chose pour le CO2, ce qui nous donne une belle droite qui continue tout le monde. Bien sûr, c'est une modélisation. Tous les scénarios que je vous présente ici sont des scénarios à PIB avec le PIB qui augmente, avec l'économie qui augmente. C'est un choix de ma part, j'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu faire d'autres choses. En tout cas, c'est ça que j'ai proposé. On a un deuxième type de scénario, c'est un scénario où en 2019, 2021 disons, on agit tout de suite à réduire nos émissions de CO2. Donc vous voyez que on fait un virage très rapide. Notre commandant de navire, qui est en fait le gouvernement, et le navire c'est l'économie mondiale, doit faire un virage très rapide, très abrupt, pour ensuite atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on a un dernier scénario. Ce dernier scénario, en fait, je l'ai un peu modélisé en prenant les engagements des pays. Rappelez-vous, les plus 16% d'émissions de gaz à effet de CO2 d'ici à 2030, et on atteint notre neutralité carbone d'ici à 2050. Donc j'ai essayé de compiler ces deux choses-là dans un scénario, et en fait, ça donne ce scénario-là, le scénario 9. Et en fait, on voit que le capitaine continue un peu sa course, mais anticipe un virage qui aura lieu donc aux alentours de 2030, pour ensuite atteindre sa neutralité un peu plus tard. Et ce qu'on remarque, c'est que le virage ici, il peut l'anticiper, il a 10 années pour l'anticiper. Par contre, derrière, les efforts de réduction doivent être beaucoup plus importants. On doit accélérer de plus en plus vite nos réductions d'émissions de CO2 d'année en année. On ne doit pas réduire de 4%, mais on doit réduire de 4, 5, 6% chaque année pour atteindre nos ambitions à la fin. Et en fait, ces graphiques-là, je l'ai utilisé pour vous donner un peu à voir sur la problématique que doivent gérer les gouvernements. C'est réduire nos émissions de CO2 sans casser le modèle social qu'est le fonctionnement de notre économie. C'est de faire un virage avec un navire assez rapidement, sans faire un virage trop rapide pour casser le navire. Donc, il faut tourner plutôt à gauche d'ailleurs. Il faut tourner à gauche pour éviter le désastre climatique. Mais par contre, comment on réalise notre virage? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc maintenant qu'on est tous dans un bateau, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous tous qui sommes dans le bateau, pour agir? Effectivement, pour réussir la transition écologique, on ne peut y arriver que si on entraîne tout le monde avec nous. Et c'est la partie la plus difficile, a déclaré Barbara Pompili au micro de Time for the Planet. Et quand on dit de tout le monde, ça veut dire, moi, à mon niveau citoyen, je ferai tout ce que je peux pour réduire mon empreinte carbone et pour agir, ne reste qu'en faisant des conférences ou en animant des fraises du climat, pour sensibiliser à ces causes-là et pour essayer de réduire mon empreinte carbone personnelle et influencer les autres. Mais aussi, on peut intervenir en entreprise. Les entreprises peuvent
prendre les actions fortes, les décisions fortes de diminution de leur empreinte CO2. Et bien sûr, après, ça doit être aussi suivi par les États. Et comme dit Valérie Masson-Delmotte, chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque choix compte. Et plus on agit tout, plus on laisse la possibilité de contenir le réchauffement climatique à un niveau bas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour avoir assisté à cette conférence. On aura une partie de questions-réponses là qui vont suivre. Vous pourrez nous poser vos questions et on sera ravis de vous répondre avec Harald. Juste avant de clôturer entièrement cette conférence, je voudrais vous dire que nous avons concocté non seulement avec Harald, mais aussi avec Delphine Richard, qui est aussi une consultante au sein de FQP-BFC, une formation qui permettent d'avoir une vision claire des enjeux de la décarbonisation pour les entreprises. Excusez-moi. Et le matin, vous comprendrez le fonctionnement du système climatique, des causes à effet, notamment grâce à la fraise du climat. Et l'après-midi sera scindé en deux parties avec une présentation d'autres enjeux liés à la décarbonisation des entreprises. Et on pourra même esquisser les axes stratégiques pour votre entreprise, incluant ces enjeux. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes preneurs de vos questions. On en a déjà une, Ripa, de Cécile Blanchardon, qui nous demande, qui nous dit bonjour, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, quel plan, au pluriel, quel plan mobilité préconisez-vous? Cécile, est-ce que tu peux peut-être, si tu veux prendre la parole, préciser ta question? Est-ce que tu parles de plan mobilité pour une entreprise, pour un citoyen, pour un État? À quel niveau ça se situe? Je ne sais pas si tu as la parole. Pour une entreprise. Ou une entreprise. Mmh. Je vais répondre à la question, Ripa. Il peut y avoir différents niveaux en fait d'émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue mobilité. Bien sûr, ça va dépendre de l'entreprise. L'idée, c'est de regarder de manière globale tout ce dont l'entreprise est dépendante. C'est-à-dire que vous allez avoir vos approvisionnements. J'imagine, je prends l'exemple d'une entreprise industrielle, mais vous allez avoir l'approvisionnement en matières premières. Ça arrive dans votre usine, tout ça, et ensuite ça repart direction de votre client. Et donc, il faudra prendre en compte le transport, donc en entrée et en sortie. Mais c'est pas tout en fait. Il faut prendre en compte aussi le transport des clients finaux pour aller acheter votre produit. Admettons que c'est un produit que vous achetez dans une grande enseigne. Donc, il faut prendre aussi en compte ces trajets pour aller acheter les produits des clients finaux et les trajets de vos employés. Donc, on peut se poser la question, là, bon, ça fait beaucoup de choses. Déjà, sur quoi on peut agir directement? Directement, c'est-à-dire, vous êtes responsable de la mobilité. Déjà sur vos fournisseurs. Est-ce que vous avez votre propre flotte de camions? Si vous avez votre propre flotte de camions, c'est se poser la question, comment je fais pour optimiser le remplissage de mes camions? Comment je fais pour essayer de réinvestir de nouveaux camions pour avoir des camions qui utilisent voilà, de l'énergie hydrogène? Je suis pas sûr que ça existe à l'électrique. En tout cas, l'hydrogène. Les trajets domicile-travail, essayer de favoriser de vos employés, favoriser comment on appelle ça quand ils sont plusieurs? Le covoiturage, merci Ripa. Si vous avez des trajets aussi à faire à l'étranger, des trajets donc, sur le plan professionnel, favoriser le train plutôt que l'avion, et si vous avez une flotte de voitures, voilà, faire une flotte de voitures électriques. Il y a pas mal de choses à faire, mais tout dépend en fait de là où se situent vos émissions. Ce qu'on peut vous préconiser, idéalement, à la base, c'est de faire un bilan de là où sont vos émissions de gaz à effet de serre, on appelle ça un bilan carbone, pour voir vraiment là où est le gros des émissions, parce qu'il se peut que ça soit pas vraiment totalement à fond sur le transport. Il se peut que ce soit pas un très gros aspect. Il y a Delphine qui précise une réponse dans le chat. Mettre en place du télétravail pour éviter des déplacements professionnels, ça peut marcher aussi. Oui, surtout à longue distance,
inutile de prendre l'avion juste pour aller faire un aller-retour pour participer à une réunion. Ça serait beaucoup plus intéressant de point de vue d'économiser du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, de faire juste une visioconférence. Et du coup, voilà, Cécile, tu as aussi les réponses de Siroun un peu. Simplifier, raccourcir les supply chains, économie circulaire, économie locale, essayer de faire en sorte de trouver au plus proche, ce qu'elle précise avec les fournisseurs juste ensuite. Donc là, vous voyez, vous avez un gros aspect, la partie mobilité. À l'échelle mondiale, les transports, c'est à peu près 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut essayer de trouver d'autres aspects, parce que si on n'a que 15% dans le transport, bah, il y a encore 85% qui se situent ailleurs. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions sur d'autres aspects, n'hésitez pas. Ou alors par rapport à ce qu'on a dit dans le webinaire. N'hésitez pas à allumer votre micro pour poser les questions directement. Delphine, tu as levé la main, je vois. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais du coup, déjà, je voulais vous féliciter parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper clair, hyper synthétique. Et puis, pour un peu essayer de mettre, comment dire, du partage, je voulais demander, en fait, parce que je pense qu'on a des entreprises qui doivent être présentes dans cette visio, je voulais avoir un petit peu leur retour pour savoir si dans leurs activités, en fait, elles avaient déjà constaté que le changement climatique avait eu des impacts. Quel type d'impact elles avaient pu constater et finalement, est-ce qu'elles avaient déjà commencé à aborder le sujet, à prendre des mesures voilà, sur cette question-là. Merci. Nous n'avons pas les entreprises qui se manifestent. En revanche, dans le chat, ça continue de papoter. C'est intéressant. Mais en fait, pour dire, nous sommes tous impactés, qu'on soit citoyen, qu'on soit une entreprise, nous sommes tous impactés par le changement climatique. Pour les entreprises, c'est un axe stratégique de savoir où sont les impacts qui pourront les atteindre dans les prochaines années. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça pourrait être demain ou après-demain. Donc, l'anticipation de ces impacts-là, c'est un axe stratégique très important aujourd'hui. D'où, première chose, c'est prendre en compte tous ces enjeux-là, d'avoir une vision claire de ces enjeux, comprendre comment, pourquoi. Effectivement, Narald, il a parlé de bilan carbone. Le bilan carbone, il permet de cartographier, si vous voulez, un petit peu quels sont les postes émetteurs de l'entreprise le plus fort, mais aussi ça pourrait montrer quelles sont les dépendances de l'entreprise d'énergie fossile. Donc, du coup, ce sont des points de fragilité potentiels qui pourront être tout de suite pris en compte aujourd'hui pour mieux les appréhender dans le futur proche, moyen, long terme. Nous sommes en attente de questions, si vous en avez besoin. Allez, je vais me jeter à l'eau. Bonsoir, bonjour Ripa, bonjour Harald, bonjour à tous. Très intéressant, merci beaucoup pour votre retour sur la COP. J'ai beaucoup apprécié le good cop, bad cop, parce que ça, bon, au-delà du bon mot que j'aime beaucoup, il y a également la réalité des choses, à savoir que oui, la COP, ce n'est pas du tout rien, c'est très nuancé et qu'effectivement, il y a des aspects positifs et négatifs. Mon point, c'est plus par rapport à l'impact que ça peut avoir et la façon dont ça peut cascader, entre autres, au niveau de l'entreprise. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez déjà des retours d'entreprises qui, disons, le prennent en compte dans leur gestion des risques, par exemple, à savoir sur l'impact que ça peut avoir sur leur business model? Est-ce que c'est une chose qui commence à être prégnante ou est-ce que ça reste encore très, très flou et bien, advienne que pourra, on verra quand réellement on aura le sentiment
que ça impacte financièrement parlant, donc au quarterly ou à la clôture annuelle, je sens un impact sur mon profit ou je ne sais quoi. Donc voilà, est-ce qu'il y a déjà quelque part une gestion des risques dans la gestion des risques des entreprises? Est-ce qu'il y a déjà une prise en compte de ces nouveaux risques éventuels? Comment est-ce que ça se passe d'après vous? Bien sûr, merci beaucoup Thierry pour cette question. Il y a des entreprises qui se sont déjà lancées dans l'anticipation de ces risques-là. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas parler d'une entreprise en question en Bourgogne-Franche-Comté ni en France. Peut-être que je vais parler du niveau mondial, si vous voulez. Par exemple, l'exemple de Michelin, il a commencé à faire le leasing de ses pneus, tout simplement. Voilà, il a complètement changé son modèle. Vous voyez, c'est quand même très révolutionnaire. Si on aurait parlé à Michelin il y a 20 ans, tu vas faire du leasing de pneus, je pense pas, je pense pas que c'était concevable. Et aujourd'hui, du coup, le modèle est changé. Donc, si vous voyez, oui, les entreprises, même les plus grandes entreprises, ils se lancent déjà dans l'anticipation de tous ces enjeux-là aujourd'hui. Et il y en a qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup en avance. Harald, si tu veux compléter. Ouais, Michelin, super exemple. D'ailleurs, ils ont utilisé ça comme une force. J'ai vu récemment qu'ils ont sorti un nouveau pneu et sans chambre à air, tout en matière imprimée en 3D, et qui pourrait donc leur donner un avantage concurrentiel. Donc super exemple Michelin, surtout qu'il y a une nouvelle qui est sortie là il y a 1 ou 2 semaines à ce sujet-là. Sur un exemple plus local, j'ai discuté avec une entreprise récemment qui a décidé de mettre en place un bilan carbone dans son entreprise pour 2 raisons. Une première raison déjà pour le côté marketing, pour le côté vente, ils se rendent compte que c'est de plus en plus important d'avoir ces arguments non financiers, extra-financiers, pour pouvoir obtenir de nouveaux marchés, pour pouvoir aussi donner un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez important et ils l'anticipent. Et un peu en lien avec le bilan carbone, mais plutôt sur la partie management des équipes, ils se rendent compte qu'ils ont des difficultés d'un point de vue jeune génération qui arrivent sur le marché, qui sont très demandeurs, qui sont très exigeants et qui demandent du coup à ce que l'entreprise s'engage. Et les entreprises donc cherchent des moyens pour mobiliser, pour montrer qu'ils font des choses. Toujours un doute sur la manière que j'ai de conjuguer les mots. Mais en tout cas, voilà, donc ils cherchent des outils, ils cherchent des méthodes pour agir à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez perturbant, nouveau, novateur. C'est la même chose que le navire, la même image que le navire tout à l'heure, mais sauf que là on parle d'une entreprise. Le dirigeant ou le COMEX doit réfléchir à comment faire ces virages-là et à embarquer tout le monde et bien le positionner. Donc un exemple en local et un exemple aussi avec une grosse entreprise, ouais, Michelin. Et on peut en trouver encore plein d'autres à côté. Oui, à côté, nous avons pas mal d'entreprises qui commencent à nous solliciter déjà pour mettre en place les sensibilisations à grande échelle dans leur entreprise, à travers des outils d'intelligence collective comme la presse du climat, par exemple. C'est un outil très ludique qui permet, si vous voulez, visualiser le rapport de GIEC, qui fait quand même plusieurs milliers de pages, j'en ai parlé, et il permet de les visualiser en 3 heures de façon ludique, abordable pour tout le monde. Donc, voilà, c'est très intéressant. Donc, nous avons, et parce que pour eux, c'est un positionnement stratégique, c'est le premier pas. D'abord, ils comprennent. Après, je pense, j'en ai d'autres entreprises qui ont dit, voilà, d'abord on fait la fresque, après on fait le bilan carbone et ainsi on avance. Parce que pour nous, ce sont les besoins stratégiques qui en découlent. Donc, si, nous avons les entreprises dont je ne vais pas citer pour l'instant, qui se sont déjà mis sur ce chemin-là, en Bourgogne-Franche-Comté. Juste une petite précision de Corinne, je le vois dans le chat, je vais le lire.
parce qu'il y a les accompagnements de France Qualité Performance Bourgogne-Franche-Comté qui sont proposés comme bilan carbone, premier pas en éco-conception. Bien sûr, on fait la diagnostic RSE et plein d'autres choses. Vous pouvez venir sur le site de France Qualité Performance pour voir toute la palette de prestations qu'on vous propose. Et oui, pour dire oui, Cécile, elle dit en somme motiver et fidéliser ses collaborateurs. Oui, motiver et fidéliser, c'est une chose pour les collaborateurs qui sont déjà présents dans l'entreprise, mais aussi pour attirer les jeunes talents. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment donné où les jeunes ingénieurs ou les jeunes personnes qui sortent des grandes écoles, et ils ne souhaitent plus investir dans les entreprises dans lesquelles pour un travail qui ne leur donne pas un sens, qui n'a pas de sens pour eux. Ils ne souhaitent plus investir. Donc, si vous voulez, une entreprise qui n'arrive pas d'attirer les personnes jeunes, intelligentes, etc., au bout d'un moment, elle s'essouffle. Donc, c'est un axe stratégique très important. C'était Bruno Le Maire, je crois, qui avait fait un tweet ou un message sur LinkedIn à ce propos-là. Les entreprises qui ne prendront pas en compte le changement climatique seront moins compétitives, moins concurrentielles, parce qu'elles se priveront justement de ce que tu viens de dire, Ripad, des jeunes talents. Et j'avais trouvé ça intéressant que le ministre de l'économie évoque ce sujet. C'était un bon argument, pour une fois, sur cet enjeu. Nous avons 4 minutes pour dernière question. Ce ne sera pas une question, je vais prendre le relais. C'était par rapport à la problématique des jeunes diplômés et à leur entrée dans l'entreprise, l'attraction des entreprises. Effectivement, il y en a certaines, pour avoir discuté dans des grands cabinets d'audit, ce qu'on appelle les Big Four. Aujourd'hui, ces cabinets d'audit ont du mal, d'une part, à recruter. Et une fois que les jeunes sont recrutés, il y a vraiment un changement de pouvoir, ou en tout cas de puissance au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un certain nombre ne veut pas, dit très clairement, je ne veux pas aller auditer telle ou telle entreprise qui ne correspond pas à mes valeurs, qui ne correspond pas à ce que je pense être bon pour l'avenir. Donc, il y a un réel changement même au sein des plus jeunes générations, donc on va dire les moins de 30 ans, ceux qui ont fait leur premier, deuxième poste, on va dire, donc il y a un levier vraiment très différent du levier qui pouvait exister il y a encore 10-15 ans, à savoir, tu te positionnes toi junior, auditeur junior, tu te positionnes sur telle mission, tu n'as pas à discuter. Là, aujourd'hui, ça commence réellement à changer et c'est ce qui pourrait peut-être faire changer également l'état d'esprit, on va dire, du premier niveau de management ou des plus hauts niveaux. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Thierry. Et du coup, on a une question très précise de Cécile dans le chat. Est-ce qu'on a une idée du temps qu'il faudra pour que la perte de compétitivité du recrutement soit vraiment perceptible et délétère pour l'entreprise? C'est une question compliquée et je pense je ne risquerai pas à y répondre. Globalement, plus la population sera informée à l'enjeu, chose que font un certain nombre de personnes à travers des associations pour promouvoir la diffusion de la connaissance. Donc plus une part de la population sera informée, plus ça sera impactant, en effet. De là à pouvoir dire l'impact que ça aura en fonction du temps, je pense que le cas par cas est très important. Il faut voir au cas par cas et faire une étude un peu par entreprise. Je ne me risquerai pas à répondre à cette question précisément. Peut-être Ripa. Moi non plus, je ne m'engage pas. Déjà, il faut savoir quelle est l'entreprise, quel est son niveau de... qu'est-ce qu'elle fait, etc., etc. Non, on ne va pas s'engager à répondre à cette question piège aujourd'hui. Mais si vous le souhaitez, vous vous adressez à FQPBFC et on viendra auditer votre entreprise si besoin. Et là, peut-être, on va avoir les conseils à vous donner un petit peu plus précis qu'aujourd'hui. En tout cas,
J'ai envie de remercier tout le monde pour votre participation. Un grand merci d'être présent aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux. Et merci pour vos ajouts, pour vos questions, pour tout. Au plaisir de vous recroiser peut-être lors de nos prochaines conférences. Merci beaucoup à tous. J'en profite pour rajouter juste une dernière chose. On aura vous recevrez un questionnaire par email. Ça nous permettra d'améliorer un peu nos présentations et nos webinaires au fur et à mesure du temps pour qu'on fasse toujours mieux. On est dans l'amélioration continue et dans la performance et la qualité. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.